Eric, Oui, Elodie, mais on est fin juin, on est fin juin. c'est les vacances. Déjà, T'as préparé ton maillot de bain j'ai préparé mon sac à dos. Hey Eh oui, forcément. Et la crème solaire. On espère qu'en ce milieu début d'été, tout va bien pour vous. Oui, on l'espère fortement. On est ravis de vous retrouver. Voilà, ça va être notre dernier épisode de la saison avant de se retrouver à la rentrée. Et oui, aïe, la saison est terminée. Donc nous, on va faire une petite break sur nos enregistrements et publications. On va faire une petite parenthèse, on va se dire pas au revoir ni adieu, mais à bientôt. On va dire à bientôt. Et on en a profité pour se dire, mais si on parlait justement de ce à bientôt, de cette séparation, et si on abordait un sujet important qu'on traverse tous à un moment, qui a son utilité, qui a ses difficultés, ça s'appelle le deuil. Exactement. Donc là, on va faire un petit deuil, nous, c'est quand on va vous dire au revoir. On va vous laisser passer l'été, on se retrouvera en septembre. Et des fois, il y a des deuils un peu plus profonds, un peu plus compliqués, parce que c'est la vie aussi, le deuil. La vie, c'est exactement. La vie, c'est le deuil. Un peu comme un arbre qui perd ses feuilles et qui continue à avancer, mais on ne le voit que peu parce que ça tout se passe sous terre. Et pour renaître avec de nouvelles feuilles, de nouvelles fleurs, de nouveaux fruits, et ben là c'est pareil. On a ce deuil-là, c'est la fin de quelque chose pour accueillir le renouveau d'autre chose. C'est un processus. C'est quelque chose qui se passe sur un temps qui est variable d'une personne à l'autre. On ne peut pas dire à quelqu'un qui vient de perdre un être cher que le deuil va durer tant de temps. Pour certains, c'est 3 mois, c'est 6 mois, pour d'autres, c'est 1 an, des fois, c'est même un peu plus. C'est le processus normal du deuil, on va vous l'expliquer avec Elodie. Et puis, il y a des situations qui sont un petit peu plus spécifiques, un petit peu plus paradoxales, un petit peu plus problématiques, qui sont des deuils spécifiques, on va en parler. Mais le deuil, en fait, qu'est-ce que c'est, Elodie ? Je pense que c'est une expérience qui est unique, qui est propre à chacun, qui est universelle et qui génère beaucoup d'émotions. Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire en disant que c'est une expérience. Parce qu'une expérience, c'est le propre de l'être humain, c'est de vivre chacun différemment le même événement. Oui. On perd quelqu'un, on perd une situation aussi, Oui. on perd un objet. Le deuil, c'est pour plein de choses. D'une manière générale, on le considère dans la situation où on a perdu quelqu'un, suite à un décès. Bien sûr. Le décès peut être naturel, accidentel, lié à la maladie, peu importe. Le deuil est là. Et c'est important de dire que c'est une expérience parce que, et nous on l'a défini comme ça, c'est aussi lié à la vie. On rencontre tous des périodes de deuil. Et la définition qu'on va essayer d'en donner, ou peut-être une description, c'est ce moment où on est confronté au réel de la disparition. Oui, au réel du changement. Et au réel du changement. La personne était là avant, elle n'est plus là. La situation était là avant, elle a changé. Je me suis fait licencier. Je me suis fait licencier. Changer de travail. J'ai perdu quelqu'un de cher. C'est aussi le cas des gens qui perdent leurs animaux de compagnie. C'est aussi le cas des personnes qui perdent par exemple un objet très important pour eux à la suite d'un cambriolage. Oui. C'est toutes ces situations-là qu'on va essayer de définir ensemble. Il y a différents types de deuil, mais il y a un processus de deuil. Comment est-ce qu'on pourrait définir sur une ligne de temps, séquencer le deuil, Elodie ? Alors, moi j'aimerais te dire que sur le deuil, il y a 2 écoles. Il y a la première école qui nous permet d'avoir une courbe avec le moment où le deuil se présente et qui crée un choc en nous. On appelle la courbe du deuil. La courbe du deuil, voilà, exactement. Et ce choc-là, il va être assez intéressant parce que c'est le moment où tout commence pour nous, en fait. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la confrontation au réel. C'est l'information, il s'est passé quelque chose qui va générer le deuil. Ouais. La perte. Et en image, parce que j'aime les métaphores. C'est important. En image, moi je dis que c'est le début du chaos. Parce que c'est le moment où on va être submergé. Un peu, vous savez, les bateaux en pleine tempête. Ça fait ça. On a notre bateau, il commence à être pris dans une tempête. C'est notre moment de choc. C'est le choc. Là, c'est soit vous résistez, vous tenez la barre, vous résistez, quitte à en casser le mât. C'est ça. Soit vous lâchez tout et vous laissez en fait faire la navigation jusqu'à ce que la tempête se calme et que l'éclaircie revienne. Et en fait, c'est un peu ça qui est en train de se passer. Donc, après le choc, vous allez avoir quoi ? Cette période aussi un peu particulière qu'on observe nous dans l'accompagnement des gens, c'est le déni. C'est pas possible que ça se soit passé. Mais non, c'est irréel.
comment c'est possible que cette histoire-là soit arrivée? Comment c'est possible justement que cet événement arrive là et la personne a du mal à accepter la réalité de la perte parce qu'il s'agit bien de perte. Et c'est un mécanisme de défense qui s'est mis en place. Il est temporaire et il permet en fait de passer à la suite du choc initial. Il y a l'information, il y a le choc et puis on se dit mais non, c'est pas possible. Ça protège. Il a le déni, quand il arrive là, c'est un mécanisme qui est mis en place par le cerveau pour vous protéger. Arrivera ensuite la troisième étape. La troisième étape qui est la colère, ou on peut l'appeler la frustration. Colère et aussi. Frustration. Oui, ça va ensemble. Alors qu'est-ce qui... Oui. Non, mais vas-y, je t'en prie. Ce sujet nous passionne. Mais oui, on est là. On est à fond. Alors, on met du sourire dans quelque chose qui est difficile, mais c'est aussi un peu l'esprit de ce podcast, c'est d'être un peu décalé. C'est important de parler sérieusement, ou des fois pas trop sérieusement, des choses sérieuses. Oui, et puis ça nous permet d'avoir quand même une lecture qui est différente, alors que vous le viviez actuellement, que vous l'ayez déjà vécu, ou peut-être un jour vous allez vivre une forme de deuil, peu importe quelle qu'elle soit, avec de nouvelles lunettes, on arrive quand même à... Ça enlève rien à la douleur, ça enlève rien à ce qu'on ressent, mais ça permet d'avoir une lecture et de se dire que ce qu'on vit, c'est normal. C'est normal et d'une expérience à l'autre, d'un deuil à l'autre, on le vit peut-être aussi différemment. Oui. Et c'est aussi cette information-là qu'on vous délivrait au travers de l'explication de la courbe de deuil. C'est que d'une situation à l'autre, le déni va être différent, la colère et la frustration vont être différentes. Tout à fait. Alors la colère, c'est simple. Eh ben, vous le savez, on en a déjà parlé. La colère, on la ressent quand on ressent une forme d'irrespect ou d'injustice. Et perdre quelque chose, parfois, on le verra, même si on y est préparé, eh ben, on ne trouve pas ça juste. Alors parfois, on est en colère après nous, on peut être en colère après l'autre, que ce soit la personne décédée, celui responsable en fait de la perte de cette situation, notre cambrioleur, notre patron qui nous a licenciés ou peu importe. On peut être en colère après plus haut que nous, on va remettre sur l'univers, sur nos croyances, comme Dieu, etc. Sur la religion, la religiosité. Voilà, et là on part vraiment dans cette étape-là qui est importante. Il est important de vivre la colère. Toutes les étapes, important. dans l'accompagnement, c'est important. On est là aussi, nous, quand on accompagne les personnes qui ont du mal, qui ont besoin de se faire accompagner. On les accompagne aussi à mettre du sens dans ce qui se passe en eux. Ils ont passé le déni, ils ont passé la frustration et la colère. À un moment donné, ils vont arriver à cette quatrième étape intermédiaire qui est la négociation. La personne là va essayer de discuter, de négocier. Et de faire quelque part des promesses dans l'espoir de retarder, de minimiser la perte. Bon, en fait, la personne est partie, mais peut-être que je vais arriver à faire différemment. Et en même temps, en pensant à elle différemment, eh ben, je pourrais avancer. Il y a toute une forme de marchandage qui se met en place, de discussion de soi à soi, où quelque part, on va se dire, ah mais il y a un souhait de faire marche arrière. Ah mais si seulement on avait pu alors faire ça comme ça, alors on aurait vécu la chose différemment. Enfin voilà, plein de scénarios, plein de possibilités, plein de marchandages, plein de discussions qui se mettent en place, qui suivent les émotions de colère par exemple et qui s'appellent la négociation. Et ça c'est vachement important, c'est aussi une avancée dans la courbe du deuil. Là on rentre plus, on n'est plus dans la protection, on est en train de conscientiser les choses, de mettre un peu plus de pensée, de cortex, et ça c'est super intéressant. On revient un peu dans la pensée pour arriver à l'étape intermédiaire qui est la plus basse de la courbe, qui est la tristesse profonde, et qui est la tristesse profonde, voire parfois la dépression. Alors la tristesse, moi j'aime bien la scinder en deux. Parce que effectivement il y a ce côté de tristesse profonde, voire du glissement vers la dépression quand on a, on l'a vu, a perdu quelque chose, que ce soit un être cher, un animal de compagnie, un travail, ou peu importe ce que l'on a perdu. Mais il y a une phase où vraiment là, la colère disparaît et on ressent la peine. C'est lourd, on le sait, le cœur est lourd, mais c'est un sentiment qui est dans l'acceptation de ce que l'on a perdu. C'est le mouvement vers le renouveau. Alors, vous allez me dire, quand on est en dépression, on ne se sent pas avoir le mouvement vers la dépression. On est plutôt dans l'hibernation de cet état. Alors oui, vous avez tout à fait raison, parce que la dépression se vit aussi.
On ne va pas le nier, elle est importante, elle va s'installer. C'est la réalité qu'on a perdu quelqu'un, on est pleinement conscient, qu'on l'a perdu. Et puis on a besoin de temps, on a besoin de pleurer, on a besoin de s'isoler, on a besoin de se reconstruire et on a besoin d'avoir de l'espoir. Parce qu'au pays du désespoir, de la dépression, on a besoin de retrouver de l'espoir. Et puis après, à force de temps, d'accompagnement, ça se transforme en tristesse lourde et un peu moins lourde. Et puis après de la tristesse. Et après... C'est important de souligner, avant l'après, c'est ce que dit Elodie, elle le dit très très bien, il y a ce côté un peu, pour donner une image un peu du fond de la piscine. On est allé au fond du processus, on est allé au fond, la tristesse est le signe pour nous qui accompagnons les gens qui sont en difficulté par rapport au deuil, de nous dire ça y est, la personne qu'on a en face de nous a enfin touché le fond. Et quand on dit ça, c'est difficile, c'est un constat certes qui est difficile, mais il est super important. Parce que ça veut dire qu'elle va commencer à mettre un coup de pied pour remonter et qui va l'amener justement à la suite, à la prochaine étape qui est l'acceptation. La personne commence là à accepter la réalité et la perte, à envisager que ce qui s'est passé et que finalement l'avenir peut s'ouvrir, que finalement et peut-être les hypothèses d'un autre, d'un nouveau moment sans la personne peut se mettre en place. D'un point de vue comportement, on voit que la personne s'adapte un petit peu mieux à la situation, elle subit moins, elle reprend des activités qu'elle avait un peu mises de côté, elle est sortie d'hibernation, elle se souvient de la personne, mais finalement il y a un peu de distance qui a été prise dans le sens où il y a moins d'émotions paroxystiques, il y a même des bons souvenirs qui arrivent, il peut même y avoir un début de sourire, voire de rigolade. Il s'est vraiment passé quelque chose de différent là. Et ça laisse entrevoir la suite du processus qui en sera la clé, qui va être, Elodie, l'acceptation. On est d'accord ? Ouais, c'est lorsqu'on met qu'on commence à être un bouchon qui flottons à la surface. Ça y est, on n'est plus dans l'eau. Ouais, on commence à sortir notre tête de l'eau et puis à avoir un peu plus de visibilité, à avoir un petit peu plus de pages qui s'écrivent, de nouvelles pages, qui commencent à s'écrire toutes seules. C'est l'entrée dans l'espérance. Voilà, on commence à se nourrir d'espoir. Alors nourrir, je sais pas, mais on commence à entrevoir en fait le bout du tunnel et à se dire c'est ok, c'est accepté, c'est comme ça, c'est un état et on avance. On a enfin le soleil dans les nuages. Ouais, exactement. La tempête s'est calmée. Il y a le premier rayon du soleil qui arrive, les nuages commencent à se disperser. Alors je vous dis tout de suite, nous pas en live du tout, on est sous la pluie. Non, là pour le coup, on parle de deuil sous un parapluie noir et un temps, ma grand-mère dirait, un vrai temps d'enterrement. Ouais, mais avec la nature et en pleine nature. Voilà, en pleine nature avec une pluie d'orage et des magnifiques odeurs et de belles couleurs. Et en compagnie de Sofiane. Il est de retour, on a un fan. On n'est pas loin de signer des autographes. Il parlera pas, mais... Et il parlera toujours pas. On invite les gens à parler, mais ils veulent pas parler. Mais on n'est pas, on se dit, on le sait, on a des guests, mais on vous les prépare pour la rentrée. Oui, mais bon, après c'est vrai qu'on respecte. C'est pas facile quand même de parler. Ok, donc voilà, et ça c'est l'acceptation, c'est vraiment très important. Alors. Ça fait partie, on l'a vu, des processus, ils sont uniques, ils sont propres à chacun. Ce qu'il faut démystifier autour des deuils, c'est qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais deuil. Il y a juste un deuil, qui est unique et qui est vécu. Et le deuil, il va être fait de plein de manières parce qu'il y aura aussi l'environnement qui va être important. Parce qu'à ce moment-là, vous serez soutenu, parce qu'à ce moment-là, vous pourrez intégrer des groupes de parole, parce qu'à ce moment-là, vous aurez des professionnels de santé qui pourront aussi vous accompagner, parce que. Et en mettant tous ces si autour de vous, tous ces professionnels, tous ces humains pour vous soutenir, même si vous avez besoin de temps pour vous isoler, vous avez besoin de temps pour pleurer, pour exprimer votre colère, pour accepter ce qui s'est passé, sachez que vous avez toujours quelqu'un, professionnalisé ou pas, mais au moins quelqu'un de l'entourage qui peut vous permettre en fait d'avoir un deuil un peu moins lourd ou un peu moins peinant. Le propre du deuil, c'est une forme d'aller-retour. C'est dans la coquille, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur. Et en fonction aussi de son environnement, on sait bien qu'il y a des personnes qui sont
encore plus solitaires dans la solitude, c'est-à-dire qu'ils ont perdu les peu de personnes qu'ils avaient autour d'eux. Alors c'est peut-être une autre façon de faire son deuil. On peut se faire son deuil à plusieurs, on peut faire son deuil en comité restreint, on peut faire son deuil... on fait son deuil comme on fait son deuil en fait. Et puis il y a des moments où on se dit c'est trop long, ou d'autres disent mais non ça va pas, c'est plus de la tristesse, il y a véritablement un trouble là qui s'est installé. Et là l'important c'est de consulter, d'identifier ce qui est en fait peut-être une dépression qui aura été déclenchée comme facteur déclenchant par la perte, par un décès. Et là on n'est plus dans la tristesse, on n'est plus dans la courbe du deuil, il y a des symptômes supplémentaires qui sont venus s'ajouter et qui peuvent faire penser à la dépression. Et c'est là on rentre là peut-être dans des cycles d'accompagnement et on a introduit là quelque part mais les deuils spécifiques, les particularismes. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Élodie ? Alors, il y a différents types de deuil, on le sait, mais on va parler du deuil anticipé. Alors, pour certains, ça va certainement parler. Le deuil anticipé, c'est que lorsque vous vous préparez à la perte réelle de quelqu'un. Je pense aux parents vieillissants, aux personnes qui sont en soins palliatifs ou en soins de suivi maintenant, qui est appelé ainsi. Où vous vous préparez sur des pathologies qui sont donc la suite est inéluctable. Voilà, où on connaît la fin, on n'en connaît pas la date, mais on sait que la finalité sera celle-ci. Et là, on est vraiment dans un deuil anticipé. Important à dire, important à vivre, ça n'empêche pas le réel processus du deuil une fois la perte de quelqu'un, mais on peut arriver et vivre certaines étapes bien avant que la personne soit avant la disparition. Décédée. Exactement. Ouais. L'autre deuil aussi spécifique, c'est le deuil périnatal. En fait, il va venir concerner la perte d'un bébé pendant la grossesse, à la naissance ou peu de temps après la naissance. C'est une forme de deuil qui est souvent très très douloureux, intensément vécu, et qui implique en fait une perte des espoirs, des rêves qui avaient été placés dans la naissance de l'enfant à venir. Et là, les parents peuvent éprouver un profond sentiment de vide et d'injustice. Et là, comme caractéristique d'être, on peut dire, très violent, très immédiat, très soudain. Le propre de la naissance, c'est la vie, mais on l'oublie souvent. La naissance, c'est aussi peut-être la mort. Et c'est là où c'est très violent. C'est qu'il est vécu de manière très très intense, d'autant plus intense qu'il n'est pas attendu, même si on ne peut pas dire qu'un deuil est attendu. Là pour le coup c'est vraiment ni l'endroit, ni l'événement où on peut l'attendre, et pourtant la vie peut aussi générer la mort, c'est ce qu'on appelle le deuil périnatal. On a aussi le deuil retardé. Alors le deuil retardé, oui, ce sont pour des personnes qui s'adressent à des personnes dont la vie professionnelle est très présente, très... pressante. Ça peut aussi être des personnes, en fait, si vous voulez, au moment où le deuil se produit, où elles normalement entament un processus de deuil, et ces personnes-là, parce qu'elles ont leur driver soit fort, parce qu'elles sont dans un contexte professionnel, familial, où elles doivent gérer certaines choses, certaines activités, elles ne se permettent pas de faire le deuil et elles continuent. En fait, vous allez généralement les voir continuer à fonctionner comme elles ont l'habitude de fonctionner. Alors, c'est pas une forme de déni, c'est juste que pour le maintenant, elles sont en mode un peu robotisé, le temps de gérer toutes les affaires, et puis parfois déclenchent leur processus de deuil longtemps après. Ça peut être quelques mois, ça peut être des années, où là, le château de cartes s'écroule et elles rentrent dans leur processus de deuil. Ça s'appelle un deuil retardé. C'est le deuil retardé. Ouais, exactement. Mais il y en a un qui peut ressembler aussi, c'est le deuil refoulé. Il est spécifique aussi celui-là, et c'est important de l'évoquer. On est dans la situation où le deuil refoulé va venir se manifester quand l'individu va empêcher, consciemment ou pas, ou inconsciemment, le processus de deuil. Comme des mécanismes psychiques, inconscients, qui vont se mettre en place pour faire que la personne ne va pas le vivre. Les émotions, le chagrin vont être refoulés. Il y a une forme d'interdit qui va se mettre en place et vont peut-être ressurgir un peu plus tard, décalés dans le temps, sous forme de symptômes physiques ou psychologiques, de l'anxiété ou de la dépression, où la personne aura donné l'apparence, à la suite du décès, de la perte, que tout est normal, que tout continue, que rien n'a changé,
où en fait la personne, par mesure peut-être de protection, par ses propres mécanismes psychiques propres, va pas vivre le deuil. C'est important aussi, nous, dans l'accompagnement, de veiller à ce que les gens, aussi difficiles que ce soit, vivent leur deuil. Mais ces personnes-là, dans leur stratégie, ont décidé de ne pas le vivre. Ce qui peut donner à des mécanismes de retardement qui vont faire que le deuil va se décaler, arriver plus tard, de manière plus intense, plus complexe, amenant jusqu'à une vive anxiété, de la dépression et des troubles qui vont se manifester pour lui ou pour les autres, vont être visibles à rebours. Exactement. Et moi, j'aimerais vous passer un message. On aimerait vous passer un message que vous soyez vigilants. Parce qu'on n'a pas de chronomètre pour le deuil en disant 4 mois top, chrono, tac, on appuie sur le buzzer. Le deuil se fait, on l'a vu, c'est propre à chacun. Il se fait au rythme de chacun. Que chacun le temps d'exprimer sa peine, et passer par toutes les facettes dont on a parlé précédemment. On ne va pas revenir dessus. Mais de rester vigilant. Parce que dans ce trouble, dans cette dépression, il peut se produire que le deuil soit prolongé. Et dans cette prolongation, en fait, faire attention à ce que ça soit pas excessif, qu'il y ait une fixation sur, par exemple, la personne qui est décédée, que ça soit vraiment qu'elle tombe pas dans une dépression qui va être vraiment sévère ou qu'il y ait des dysfonctionnements dans la vie du quotidien, des petits dysfonctionnements auxquels, les gros dysfonctionnements, je pense que c'est important de s'entourer d'une personne spécialisée. Je pense aux psychiatres qui sont spécialisés dans la santé. Ce sont des médecins et ils peuvent vraiment vous accompagner là-dedans. Ne pas hésiter à aller les consulter pour pas que vous soyez vraiment dans une dépression sévère et que ça soit très compliqué, l'après soit très compliqué. C'est compliqué, on entrerait là dans le deuil pathologique et justement là où il y a pathologie, c'est important de pouvoir avoir un avis médical et un diagnostic. Exactement. On s'arrête ici. On a terminé. On a terminé, on fait notre deuil aussi parce que c'est les vacances. C'est les vacances. On va profiter, se détendre. On va se mettre dans une bulle estivale et on espérera avec un petit peu plus de soleil. Oui, beaucoup plus de soleil. On vous retrouve début septembre. On vous retrouve début septembre pour la saison 2. N'oubliez pas, nous restons quand même actifs parce que vacances, oui, mais actifs. Mais oui. Également, on reste là, on reste de toute façon à travailler sur nos consultations et tout ce qu'on fait de mieux pour accompagner et avoir des préventions un peu à droite à gauche. pour le monde. Une mission mondiale. Non, mais du coup, bonnes vacances. Oui, on vous souhaite une bonne vacance. Notre adresse mail reste ouverte, sacado-podcast@gmail.com. Donc on vous attend nombreux à la rentrée, toujours dans l'Île-de-France, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que c'est les vacances qu'on traverse la France. On reste en Île-de-France, on vous embrasse, vivez l'instant présent. Et puis pas pendant les vacances, pourquoi pas réécouter les podcasts ? Ben oui, faites une révision, interro à la rentrée. Interro à la rentrée, parce que des fois la deuxième lecture est souvent meilleure que la première. Bien sûr. Allez, on vous embrasse, ciao ciao. Au revoir.